Bienvenue à cette conférence sur le jeu libre dans la ville. Je suis très contente aujourd'hui de vous accueillir ici à l'ENAP. Je me présente, Véronique Fournier, directrice du Centre d'écologie urbaine de Montréal, et je vais avoir le privilège d'animer cette conférence panel échange sur la question du jeu libre dans la ville. Pour nous, c'était tout naturel de s'associer avec Montréal Physiquement Active, qui a comme mission de mettre en place des environnements favorables afin de faire bouger les Montréalais et les Montréalaises, et également avec la Coalition québécoise sur la problématique du poids, qui, elle, a comme mission de revendiquer des modifications législatives et réglementaires et des politiques publiques précisément pour favoriser les environnements favorables à la santé et le développement et déploiement de saines habitudes de vie dans la population québécoise. Donc, on discutait souvent des questions de jeu libre, de mobilité indépendante des enfants, des manières d'aménager différemment la ville, et on s'est dit, ben voilà, tenons ensemble cette conférence parce qu'on sait que ce soit dans les municipalités, dans les organismes, auprès des citoyens, dans le milieu scolaire, milieu de la santé également, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces pratiques-là. Il y a également aussi de plus en plus de projets et d'initiatives qui voient le jour dans différentes municipalités du Québec. Alors, on se disait, bien, le temps, surtout, des fois, je me disais, on arrive à l'hiver, on parle de hockey dans la rue. Bon, bref, on a tous des images de jeux libres et quelle forme ça peut prendre dans nos municipalités. J'en profite aussi pour souligner la présence, je crois qu'elle est parmi nous, également de Josefika Blanco, conseillère d'arrondissement dans le plateau Mont-Royal. Et je vous présenterai bien sûr nos trois panélistes lorsque je les inviterai à venir se joindre à nous. Bien, pourquoi s'intéresser à la question du jeu libre dans la ville? D'une part, on le sait, l'environnement des citoyens influence grandement leurs habitudes de vie dans leur quotidien. On sait également que les municipalités ont un rôle primordial à jouer pour aménager des environnements qui favorisent la pratique d'activités physiques, autant auprès des enfants, bien sûr, que des adultes. Puis également, à Montréal, par exemple, pour donner un exemple, parce qu'il y a plein d'autres municipalités également qui sont actives sur ce sujet, bien, à Montréal, entre autres, dans le plan d'action du plan directeur, et je ne veux pas me tromper dans le titre, le plan directeur du sport et du plein air urbain de la Ville de Montréal, bien, on y met expressément que les arrondissements sont également invités à revoir et à valoriser finalement le jeu libre dans leurs rues, dans leurs ruelles, en révisant par exemple leur réglementation, en adoptant des signalisations qui sont claires et qui sont appropriées également pour la sécurité des enfants. À l'échelle provinciale au Québec, avec l'adoption du projet de loi 122 en juin 2017, mieux connu sous le gouvernement de proximité, bien, à ce moment-là, on est venu également donner plus de pouvoir aux municipalités, et c'est maintenant possible pour les municipalités d'autoriser le jeu libre sur la voie publique. On aura d'ailleurs un exemple bien concret à partager aujourd'hui. Donc, il y a des avancées qui se font dans plusieurs municipalités. On peut se poser la question, est-ce que c'est suffisant? Comment aussi passer à l'action dans nos milieux, puis activer les moteurs de changement pour finalement qu'on transforme la manière dont on aborde le jeu, mais également la manière dont on aborde l'espace public. Donc aujourd'hui, on est très content d'avoir réuni trois justement de ces acteurs de changement dans différents contextes. Je vais vous les présenter brièvement et bien sûr, je vais les inviter par la suite à venir nous partager leurs perspectives sur le jeu libre. Par la suite, on aura une période d'échange entre les panélistes et une période d'échange de questions avec la salle, et ça complétera notre première partie de conférence. Je vous invite bien sûr aussi à rester. Par la suite, on aura l'Assemblée générale annuelle du Centre d'écologie urbaine à 18h. Ça sera au deuxième étage. Il faudra bouger un petit peu, mais ça nous dégourdira les jambes pour la suite de la soirée. Donc, notre première panéliste, je vais l'appeler Kate parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, mais de son prénom complet, Catherine Follet, qui est professeure titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheuse associée avec l'Institut de recherche de santé publique. Kate a développé des intérêts de recherche autour de la compréhension de la manière dont le milieu urbain façonne les inégalités sociales de santé. Plus récemment, elle a cherché spécifiquement aussi à mieux comprendre comment ces environnements urbains peuvent être plus propices au jeu libre chez les jeunes. Et sa recherche, finalement, se retrouve au croisement entre la promotion de la santé, l'épidémiologie sociale et la sociologie de la santé. Ce sera notre première intervenante. Par la suite, j'inviterai M. Pierre Verret, conseiller municipal à la ville de Belleuil et résident de la municipalité depuis 35 ans. Conseiller municipal depuis 2005, il s'est illustré dans son implication auprès des familles
entre autres par la mise en place de la politique famille, des aînés, amis des enfants, également la politique sur l'intégration des personnes handicapées et plus récemment, et on le connaît de plus en plus sous ce chapeau comme étant l'instigateur du projet Dans ma rue, on joue, qui a été la première municipalité à encadrer et à permettre le jeu libre sur la voie publique. Donc, on a bien hâte d'entendre comment tout ça se déroule et finalement aussi quel petit ça fait ailleurs au Québec, cette démarche entamée dans la ville de Belleuil. Monsieur Verrette est également impliqué sur le comité de loisirs, également a permis des investissements majeurs dans les parcs, pistes cyclables, également sur le plan de développement durable de la municipalité. Donc, un acteur de changement, nul doute. Notre dernière panéliste, notre troisième, sera Mme Stéphanie Watt, conseillère de ville dans Rosemont, la petite patrie. Stéphanie Watt porte justement le dossier des parcs, des espaces jouables, de l'enfance en ville et de l'égalité des sexes. Elle est titulaire d'une maîtrise en géographie humaine de l'Université York et avant de se lancer en politique, elle a également travaillé dans le domaine de l'édition. Récemment, pour ceux qui ont certainement entendu parler de ce projet, elle a porté le projet Hello Volcan, la première place publique pour enfants à Montréal, au coin des rues Marquette et Drucourt, dans l'arrondissement, bien sûr, de Rosemont, la petite patrie. Donc, nos trois panélistes échangeront autour du jeu libre à partir de leurs pratiques, de leurs expériences et de leurs connaissances. Et par la suite, comme je le mentionnais, on aura une période d'échange entre panélistes et avec la salle. Alors, j'inviterai dès maintenant notre première conférencière, Catherine, Kate, à nous faire un portrait, finalement, des pratiques de jeu libre et de l'état de la recherche. Merci beaucoup, Véronique. Et merci pour les organisateurs de m'avoir invité. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Là, vraiment, j'ai tellement hâte d'avoir votre input, votre feedback à notre travail. Ah oui, merci. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le thématique d'aujourd'hui, quelques définitions et ensuite un projet. Oups. C'est celui en haut? C'est à droite. Ah, OK. Est-ce que ça... OK, ça a changé sans que je... OK, c'est ça. Oups. À gauche encore. OK, parfait. Donc, le problème. Avez-vous déjà vécu la situation où une activité qui était originellement plaisante et ludique devient un devoir? Cette question est le leitmotiv de cette présentation de notre intervention. Vous allez voir pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il y en est du jeu libre au juste? C'est quoi le jeu libre? Puis bizarrement, le mot comme tel, jeu libre, est un pléonasme. Le jeu est toujours libre. Pourquoi on donne cette notion de liberté à cette notion de jeu? En fait, le jeu est rempli de plaisir. Il inclut des activités qu'on poursuit sans but spécifique, avec aucune promesse de récompense, c'est-à-dire il est non productif. Une activité qui est souvent en dehors de la vie ordinaire. Et tous les gens que je liste ici sont vraiment les gens de la littérature, les grands chercheurs, les gens qui réfléchissent là-dessus depuis fort longtemps. Le jeu rend tout simplement les enfants plus heureux. Quelle belle définition. Et finalement, la Convention sur les droits de l'enfant des Nations unies considère que jouer librement, free play, est essentiel pour le bien-être physique, cognitif, émotif et social des enfants et qu'il est le droit de tout enfant. Donc, je tenais vraiment à commencer avec des définitions, là, parce que normalement, quand je présente, c'est comme, mais c'est quoi cette affaire-là, ce jeu libre? C'est quoi l'intérêt du jeu pour la santé publique? Donc, moi, je suis arrivée dans l'aréna du jeu libre par le fait que les gens en santé publique, on est assez nombreux dans la salle, s'intéressaient à cette activité-là parce que l'inactivité et l'obésité chez les enfants étaient une préoccupation majeure pour la santé publique. Les directives d'activité physique actuellement commissionnées par le gouvernement canadien recommandent que les enfants fassent au moins 60 minutes d'activité physique, intensité modérée et vigoureuse chaque jour. Et ce que la santé publique voyait, c'est qu'on était bien loin de ça, puis ils essayaient de l'atteindre en partie, ils essaient encore, à travers le jeu libre. Mais pourquoi le jeu? Puis qu'est-ce qui se passe avec le jeu au juste?
Ce qu'on constate depuis plus que 5 ans, c'est une réduction du jeu libre chez les enfants de manière importante. Il y a un constat général, surtout dans les pays du Nord, que les enfants ne jouent plus de la façon qu'on jouait avant. Le jeu est devenu aussi plus structuré. Les avancées en neurosciences concernant les périodes critiques dans le développement des enfants mettent l'accent sur l'éducation formelle tôt dans la vie des enfants. Par exemple, si vous réfléchissez au Baby Einstein, tous ces trucs-là qu'on vend aux jeunes parents pour rendre les enfants plus intelligents, c'est dans ce genre de trucs-là dont je parle. La commodification du jeu aussi fait que quand on paye pour un cours, où on a l'impression de faire quelque chose pour nos enfants. Donc, le jeu, depuis 15-20 ans, est devenu quelque chose qu'il faudrait que nos enfants fassent pour un but spécifique. Il faut que soit ils deviennent plus forts, soit ils deviennent plus cognitivement alertes, ou ils apprennent quelque chose. Et, en même temps, la notion de risque est augmentée. Depuis 15-20 ans, il y a une notion que nos enfants sont constamment en danger, soit par des questions de kidnapping, par le trafic, par les accidents de la route. Donc, il y a vraiment une crainte autour de la liberté des enfants, autant quand ils jouent que quand ils font d'autres choses, qui fait en sorte que les enfants sont beaucoup moins libres quand ils jouent. Mon projet, donc, et ça c'est un Play Street dans ma rue, en fait, qui durait juste une demi-journée. Notre projet, Changer les règles du jeu, est un programme de recherche qui tente de rendre le jeu libre à l'extérieur plus accessible aux enfants et jeunes, et ainsi augmenter l'activité physique, la mobilité indépendante, le transport actif et la cohésion sociale des enfants, jeunes et résidents des villes en général. La place que les villes donnent au jeu libre à l'extérieur est directement en lien avec la santé des enfants et des jeunes, les niveaux d'obésité et le bien-être psychologique, ainsi que le bien-être de la population en général. Changer les règles de jeu prend les apprentissages du Position Statement on Active Outdoor Free Play et les recommandations du Report Card de participation et met en relief le jeu libre à l'extérieur comme problème de santé publique en tant que plaque tournante qui aide à faire travailler ensemble les élus au niveau municipal, les praticiens en santé publique, les gens travaillant sur le transport actif, les urbanistes, les gens défendant les droits de l'enfant et la société en général pour mieux comprendre comment réduire la pollution, les changements climatiques, la planification du transport actif, la cohésion communautaire et la santé mentale et physique des enfants et adultes. Voici mon slide préféré, là. Bien, tout le monde né ici avant les années 90 s'en souvient du vieux bon temps, quand on passait nos étés et notre temps après l'école à jouer librement dans nos quartiers sans surveillance, retournant à midi et le soir seulement pour manger ou sur l'insistance de nos parents, n'est-ce pas? Les craintes des étrangers, les accidents de la route et un sentiment généralisé de manque de sécurité pour les enfants ont rendu les enfants plus sédentaires et à l'intérieur avec moins d'occasions pour jouer. Cette carte démontre exactement ce que notre intervention vise à faire changer. On voit le territoire de mobilité indépendante de 4 enfants, tous à l'âge de 8 ans. La grande tache qui prend presque toute la place dans l'image, c'est le territoire de mobilité indépendante de l'arrière-grand-père Georges en 1919. Il a la permission de glander 10 km de sa maison. Les deux cercles plus petites sont les territoires du grand-père en 1950 et la mère en 1979, encore à 8 ans. Maintenant, voyez-vous la tache tout en haut, là, à l'extrême gauche de l'image? Tout le monde le voit? Bien, ça, c'est le territoire du fils Ed. Lui, il a 8 ans, puis il est en 2019. Il a le droit d'aller seul jusqu'au bout de sa rue, 300 mètres. Ouais. C'est la réalité, hein? Depuis les dernières 10 à 15 ans, on a vu une augmentation importante dans la promotion du jeu libre à l'extérieur, en partie à cause de ses bénéfices sur l'activité physique des jeunes, car il a été démontré que les enfants et jeunes sont encore plus actifs quand ils jouent que quand ils font n'importe quelle autre activité, incluant le sport organisé. En plus, le jeu libre à l'extérieur crée des opportunités pour les enfants et les jeunes de prendre des décisions indépendantes, d'apprendre et évaluer les risques
et de résoudre des problèmes, d'avoir des interactions sociales non mitigées par les adultes et finalement, tout simplement, de pouvoir être créatif et avoir du plaisir. Bien important dans la vie. Changer les règles du jeu nous demande de réfléchir à la liberté qu'on avait auparavant dans nos villes et de créer de nouvelles possibilités pour que les enfants puissent avoir le plus de bien-être et de santé dans leur quotidien. Le projet Changer les règles du jeu vise à tester l'effet de 2 interventions urbaines qui n'ont jamais été jumelées, les rues d'école et les rues de jeu. Rarement ont ces interventions été évaluées pour leurs effets santé et jamais n'ont-ils été testés ensemble. Donc, voilà notre intervention. Les rues d'école vont avoir lieu pendant toute l'année scolaire. L'idée sera de fermer les rues ou une rue autour des écoles primaires participantes pour un certain montant de temps avant que l'école commence et après que l'école termine, pour créer un espace autour de l'école où les enfants puissent bouger librement pour venir à l'école sans être en voiture, mais aussi pour créer un espace de jeu en dehors de la cour d'école, juste en face. Ce qui est vraiment intéressant avec les rues d'école, en fait, c'est que ça va être une toute nouveauté au Québec. Puis jusqu'à il y a quelques mois, ça aurait été la première au Canada, mais il y a eu un scoop, là, à Toronto, il y en a eu un pendant 3 jours. Mais bon, on va être le premier à le mettre en place de façon plus assidue. Ils ont rarement été étudiés. Je vais vous montrer des slides qui proviennent. En fait, ces rues d'école-là ont été mises en place dans peu d'endroits. Les pionniers sont des gens de Belgique, surtout à Ghent. Mais ces slides sont aussi du UK, à quelques endroits où ils ont commencé des rues d'école. Mais ils sont peu évalués, surtout pas évalués pour leur effet sur la santé, et ils sont normalement juste 3 minutes avant l'école, 30 minutes avant l'école, 30 minutes après. Nous autres, ce qu'on vise faire, c'est d'étendre la possibilité que ça soit une période plus longue et que ça soit pendant toute l'année, incluant l'hiver. Donc, c'est assez osé comme projet. Voici une autre belle image des jeunes allant à leur école. Mais ça, c'est seulement une partie de notre intervention. La deuxième partie, c'est les rues de jeu libre. Et ça, c'est l'exemple de Bristol. La partie de notre intervention qui inclut les rues de jeu libre va prendre la forme suivante. Une rue résidentielle par quartier participante sera fermée au trafic les mois d'hiver et les week-ends. En fait, ce qu'on vise faire, c'est dans les territoires participants, avec les citoyens, on va décider quel tronçon va participer pendant toute l'année, puis on va décider à quel moment ça va fermer pour pouvoir laisser aux enfants et aux parents, la communauté, à vivre librement dans leur rue. Les rues de jeu ont une histoire beaucoup plus longue que la rue d'école et sont beaucoup plus communs à travers le monde. Ni l'un ni l'autre a un historique robuste d'évaluation, cependant. Et surtout, les rues de jeu ont rarement, sinon jamais vu le jour à l'hiver au Québec, et surtout pas de façon aussi régulière. Ce sont le changement autant dans les normes, dans les villes, que chez les jeunes et leurs familles qui nous intéressent dans ce groupe. Donc, la première phase de l'intervention aura lieu dans 2 pilotes à Montréal et 2 à Kingston, en Ontario. Un rue d'école et un rue de jeu dans un quartier socialement avantagé et un rue d'école, un rue de jeu dans un quartier socialement moins avantagé. En débutant à Montréal et à Kingston, nous voudrions créer un modèle d'intervention et pouvoir étudier le processus d'implantation en utilisant une méthodologie d'évaluation avant d'étendre à d'autres villes. Dans une seconde phase, nous allons tenter les 2 interventions ensemble dans 4 villes canadiennes, Halifax, Kingston, Calgary et Richmond en Colombie-Britannique. Finalement, dans une phase finale, nous allons monter les interventions à niveau national et travailler à mobiliser des connaissances, développer des pilotes pour encourager les changements dans les politiques des villes. Ça, c'est notre souhait, avec l'aide de tout le monde dans la salle, j'imagine.
Cette initiative interdisciplinaire et intersectorielle inclut un groupe international qui inclut des experts sur le jeu libre des enfants, l'urbanisme, la ville en santé, la santé publique, la défense des droits de l'enfant et les sciences environnementales. Les partenaires, nous avons aussi des relations avec une nombre importante de parties prenantes canadiennes, plusieurs qui sont dans la salle. Je travaille sur ce gros projet en étroite collaboration avec le Centre d'écologie urbaine de Montréal et nous avons gagné 100 000 dans un Dragon's Den des IRSC pour partir les pilotes qu'on espère commencer très bientôt. Là-dessus, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci, Kay. Je pense que ça soulève beaucoup de questions et ça nous amène aussi d'autres angles sous lesquels regarder le jeu libre. Et effectivement, la carte du grand-père, je pense qu'on s'est tous fait une carte dans notre tête aussi. On s'est probablement vu où on avait le droit, où on n'a plus le droit d'aller, grosso modo. Je vais inviter M. Verrette, conseiller municipal de Belleuil, à venir nous présenter la démarche, comme je mentionnais tout à l'heure, initiée à la ville de Belleuil, première ville à avoir finalement réglementé ou encadré plutôt le jeu libre sur la voie publique. Alors, M. Verrette, c'est à votre tour. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Quand on parle des enfants, c'est ma priorité dans la vie. Avec 5 petits-enfants, c'est une de mes priorités. Quand on dit les jeux libres dans la rue, c'est pour les enfants. Ça, c'est une journée qu'on a été invité un samedi. Il y avait comme un big party dans la rue avec les parents et les enfants. Fait que c'est pas juste le fait au sein des habitudes de vie, quand on parle des enfants, c'est les familles aussi. Fait que c'était très plaisant cette fin de semaine-là. Mon implication au niveau de la famille, elle a été nommée tantôt, que ce soit tous les politiques à l'interne, même si je suis très impliqué depuis 2005, je suis un vieux conseiller. Et puis, mais la famille était une priorité pour moi. Comment ça allait débuter, ça? Sur le territoire, pas loin de chez moi, on a un croissant et à un moment donné, un père m'appelle et il dit « Mon enfant a eu un avertissement pour qu'il arrête de jouer dans la rue parce qu'il y a eu des plaintes et à partir de là, si ça se répète, on va être obligé de donner des contraventions. » Fait que je dis, c'est impossible, ça se peut pas. J'ai toujours joué dans ma jeunesse dans la rue, puis lui qui m'a appelé a joué avec mon garçon pendant 12 ans de temps dans ce croissant-là. Fait que c'était dur à croire. Mais j'ai fait des recherches un petit peu plus loin, et c'est là que ça nous dit que l'article 16, qui était à la ville de Belleuil, il est défendu et prohibé de jouer ou de pratiquer sans autorisation de la ville une activité sportive sur une place publique autre que celle pourvue d'installations ou d'équipements sportifs ou récréatifs aménagés à cette fin. Ça me disait qu'on n'avait pas le droit de jouer dans la rue. Fait que là, à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait pour penser ou dire, on peut-tu régler ça? La seule façon qu'on pouvait y arriver, c'était de contourner la loi 500 antérieurement, qui était la loi provinciale, et la seule façon était de changer notre réglementation à la ville, qui permet à ce moment-là de pouvoir comme écraser un peu la loi provinciale qui nous disait la même chose. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, le code a changé, si on regarde, c'est 500.2, et qu'est-ce que ça prend comme tel pour pouvoir jouer dans la rue? Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est rendu une loi. C'est une loi qui a été passée à l'Assemblée nationale. On va vous montrer ça un petit peu plus loin. C'est la détermination des zones de jeu libre et où ce que c'est permis, les restrictions de circulation et les règles de prudence qui sont applicables dans le cas échéant, les interdictions relatives au jeu libre, le cas échéant, toute autre condition liée à l'exercice dans cette permission. Moi, je vais vous l'expliquer un peu plus simple tantôt.
Aujourd'hui, c'est même rendu au ministère du Transport. Ils ont développé un logo officiel, mais on n'est pas obligé de prendre le logo parce que tout ce qui est jeux libres dans la rue, c'est sûr que c'est des rues locales qui appartiennent exclusivement, toute la réglementation appartient au municipal. Mais il reste quand même que le ministère du Transport a ses grandes lignes et il faut respecter ces choses-là au niveau du ministère du Transport comme tel. Moi, pour en arriver là, qu'est-ce que j'ai dû faire? Le 28 septembre 2015, ça c'est en 2014 que j'avais eu la plainte, j'ai passé une résolution sur l'engagement de la Ville à mettre sur pied un projet pilote sur les jeux libres dans la rue. Mais d'où vient cette idée-là? Madame Voyer va être surpris, c'est à un de ces... j'avais été invité dans une conférence. Maître Macallian était là à ce moment-là. Ça avait été organisé par Coalition Poids et il avait fait un énoncé comme tel qui disait on peut se permettre, avec un avis juridique, de pouvoir jouer librement dans les rues, mais je n'ai pas de porteur de dossier. Ça serait intéressant. J'ai levé la main. Fait que c'est à partir de là que ça a commencé officiellement. Puis j'en remercie beaucoup à partir de là. Par la suite, j'ai eu de Maître Macallian une réception de l'avis juridique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est plaisant? Vu que c'est une loi à l'Assemblée nationale, on n'a plus besoin d'un avis juridique. Ce qui permet, c'est ce qui pouvait un peu bloquer le projet parce que des petites villes n'avaient peut-être pas le moyen de demander à une firme d'avocats de faire un avis juridique sur les jeux libres dans la rue. Aujourd'hui, pas besoin d'avis juridique. C'est une loi au Québec qui a été adoptée à tous les partis politiques confondus ont accepté ce projet de loi-là. J'ai la lettre justement plus loin, je vais vous montrer ça. Après ça, il y a eu le lancement médiatique au grand public. Qu'est-ce que c'est en 2016? Après ça, il y a eu la résolution qu'on a changée, l'article 16 que je vous ai parlé tantôt. Après ça, en novembre, c'est là qu'il y a eu le projet pilote, le projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale. Et pour terminer, en juin, là, il y a eu l'adoption dans la loi des cités et villes, la loi 122, de permettre le jeu libre à nos enfants dans la rue. Mais disons que j'ai été chanceux, parce que notre ville à Belleuil, on a un développement, mais on pense énormément, nous, à la famille. Pour en arriver là, on a une vision sur 10 ans, les 10 prochaines années encore, que ce soit une ville verte, interconnectée avec le citoyen. Développement économique, si on n'a pas le choix, si on veut récolter un petit peu de sous, ça prend du développement économique. Les saines habitudes de vie sont très importantes chez nous. Et la référence en matière d'organisation, si on prend, c'est la participation de tous nos fonctionnaires à l'intérieur de la ville. Ils sont excessivement impliqués dans tous les dossiers. Et dans Ma rue, on joue, vous allez voir que c'est toute une machine qui fonctionne. Si je ne suis pas là, ça marche pareil. Pour vous donner un exemple, sur notre territoire, on a des pistes BMX, on a des jeux d'eau, on a des boîtes au sport dans plusieurs parcs où il y a plein d'articles de sport et les gens peuvent ouvrir la boîte au sport, prendre des raquettes, des ballons et ils remettent ça là et c'est gratuit et c'est dans plusieurs parcs à l'intérieur chez nous. Chez nous aussi, on a la possibilité, on est la première ville au Canada à avoir un circuit balisé de course. On a 2 5 km, un 10 km, un 21 km. Si on regarde les petites pancartes, les petites flèches, là, et on voit beaucoup de mamans avec des poussettes le matin qui font les circuits. Fait que c'est un circuit banalisé. On saute dans le vif du sujet. Et voici la lettre de l'Assemblée nationale qui permet aux jeux libres, c'est qui venait du ministre Simon Jolin Barrette et qui était antérieurement député, aujourd'hui ministre. Et Simon, M. Jolin Barrette, m'a aidé à concrétiser, disons. Lorsque ça a été présenté à l'Assemblée nationale, malheureusement, ça devait être moi,
Mais pour cause maladie, j'ai passé quasiment 2 ans à l'hôpital. C'est lui qui a pris la charge de le présenter pour moi à l'Assemblée nationale et ça a été accepté à l'unanimité. Qu'est-ce que ça prend, les critères d'admissibilité pour en arriver à pouvoir être jeu libre dans la rue? Il faut, premièrement, être résident de Belleuil. Il faut que la demande vienne d'un résident de Belleuil. Il faut que ça soit une rue locale. Ça veut dire, ce que je vous ai expliqué techniquement tantôt au niveau du gouvernement, ça, c'est comme synthétisé, puis c'est plus facile à comprendre. Une rue locale, c'est sûr que ce n'est pas une collectrice, ce n'est pas un boulevard, ce n'est pas des rues comme ça, ni commerciales, industrielles. C'est vraiment des rues qui n'ont pas de danger. Il faut qu'il y ait un dégagement visuel. Ça veut dire s'il y a 56 courbes, il faut quand même aussi savoir qu'un enfant ne joue pas dans une courbe. Ça peut être quand même dangereux. Faible densité de circulation, c'est ça que je vous disais. Si c'est une rue locale, en principe, il y a une faible densité. L'éclairage public, parce que notre réglementation, nous autres, nous permet de jouer de 7 heures le matin à 21 heures le soir. L'été, il fait encore clair, mais disons que quand on arrive à l'automne et à l'hiver, à 21 heures, il fait noir. Fait que c'est important qu'il y ait des bons lampadaires et de la bonne luminosité. Et pour finir tout ça, les critères d'admissibilité, il est très important, c'est nos travaux publics. Hein, vous êtes dur avec moi, vous, 5 minutes. Il y a une inspection des travaux publics qui sont faits sur place pour s'assurer. On a des critères très, très précis qui sont quand même très simples. Je vais vous les énumérer tantôt. Je vais accélérer un petit peu. Pour le code de conduite, suite à l'acceptation, il y a quand même un code de conduite à respecter. Période de 7 heures à 21 heures, la vigilance des enfants, surveillance des parents, courtoisie de partage de la rue, pas de jeu dans des zones courbes ou intersections, comme je vous expliquais, le bon voisinage, et là, ils ont rajouté cette année au ministère les conditions météorologiques favorables. Ben, c'est sûr que s'il fait tempête et qu'il y a 3 pieds de neige dans la rue, ben, je ne pense pas que les enfants se promènent non plus dans la rue. Pour améliorer le tout, en 2018, on a officialisé la réduction de la vitesse à 30 km dans toutes les rues dans ma rue on joue. Ça veut dire que quand une rue est accréditée, c'est automatiquement comme les parcs et les écoles, c'est à 30 km. On a du marquage au sol, ça c'est au besoin, mais régulièrement c'est identifié. Et ce qui est important, avant on pouvait appliquer pour, dans le projet, dans ma rue on joue, 12 mois par année. Mais on s'est aperçu que ça pouvait peut-être fausser un peu, parce qu'il y en a qui disent, ben si quelqu'un fait la demande en juillet, il y en a moitié qui sont partis en vacances. Fait que c'est 3 dates précises, c'est mars, juin et septembre. Comme ça, ça concorde avec le comité de circulation chez nous. Et c'est approuvé en même temps par le comité de circulation si les rues, d'après l'étude des travaux publics, c'est officiellement approuvé par... approuvé. C'est que ça dit au conseil municipal les recommandations qu'ils font pour en arriver à ça. En 2019, on a développé aussi les bollards, ce qu'on appelle les pet zones, pour ceux qui connaissent bien les villes. C'est les petits bonhommes au centre des rues, là, ceux qui sont plus droites, qui ont quand même une grande ligne. C'est important de faire réduire la vitesse comme telle. Comme je vous disais tantôt, nous, on a développé notre propre panneau parce qu'on trouvait que celui-là du gouvernement, du ministère du Transport était quand même un peu drabe, il était vert. Et vu que c'est des rues locales, la ville peut se permettre, c'est nous qui réglementons nos rues locales. Fait qu'on a pu développer, ça a été développé par nos gens chez nous. Si on prend le petit logo dans ma rue, on joue, ça a été développé chez nous aux communications. Tout a été développé à l'interne. Comme je vous disais, le marquage au sol, les petits pet zones, les petits bollards qui sont à l'intérieur de la rue. Qui a pu participer
à cette grande aventure-là, qui était petite, qui est rendue un peu plus grande aujourd'hui, c'est tous ces partenaires-là. C'est sûr et certain que, comme je parlais à Mme Voyer tantôt, la Coalition Poids, tout le long de mon processus, qui était Mme Couturier dans le temps, m'a challengé. Je peux vous dire qu'elle m'a mis au défi dans plusieurs choses pour pouvoir s'améliorer puis arriver vraiment à un consensus des deux parties pour en arriver là. J'ai eu aussi la possibilité, si on regarde ça, disons que M. Simon Jolin Barrette m'a donné un bon coup de main pour pouvoir l'amener au gouvernement et ça, mais dites-vous une chose, c'est moi qui l'ai écrit. Excusez, c'est tout à fait. Un coup que tout ça a été accepté, qu'est-ce qu'il y a dans la trousse de félicitations? Chaque personne, chaque maison qui ont officialisé, qui ont dit oui, on le veut, il y a une lettre de remerciement, il y a un certificat de reconnaissance, il y a un code de conduite, puis on a des petits tatous pour les enfants dans ma rue on joue. Nous avons un site, une trousse, avec tous les documents qui sont à l'interne. Quelqu'un qui prend cette trousse-là peut, dans une semaine, faire son projet, son programme. Tout est à l'interne et c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est à changer le logo s'il veut, mettre le logo de la ville ou du village. Ce qui est important, ce que j'ai oublié de dire, c'est que tout ce qui est à l'intérieur est facile autant pour un village ou une ville. C'est vraiment pas coûteux à implanter comme tel et vous avez tous les outils disponibles. Tantôt, pendant les questions, peut-être que je pourrais vous dire quels sont les documents qui sont à l'intérieur de la trousse. À ce moment-là, c'est parce qu'on m'a dit que c'était terminé. Merci. Merci, M. Verret. Donc, vous nous laissez en suspens pour la suite, pour la période de questions. Visiblement, c'est un parcours, je dirais peut-être du combattant, même pour arriver à jouer finalement dans la rue, fort inspirant. J'invite la dernière conférencière, Stéphanie Watt, qui va nous aborder un projet un peu plus près d'ici, première place publique pour enfants à Montréal. Alors, je vous invite à prendre la parole. Oupsies, bonsoir. Je pensais que ça allait être super informel, donc je suis un peu nerveuse par la formalité de la chose. Merci d'être là. Je suis là pour parler de l'île au volcan, comme l'a dit Véronique, la première place publique pour enfants dans Rosemont. On pense aussi à Montréal, mais for sure dans Rosemont. C'est un espace de jeu sur rue. C'est aussi un espace de jeu naturalisé. C'est aussi un lieu de passage pour les riverains vers, c'est à proximité d'un centre communautaire, d'une garderie, d'un parc de jardin, d'un skatepark, d'une école. C'est comme vraiment, c'est au centre de l'action. Donc, c'est plein de choses à la fois et c'est totalement magique. Donc, j'aimerais vous raconter la petite histoire. La genèse, c'est qu'il y avait une volonté politique à l'époque du maire, Croteau, de permettre le jeu sur rue, très, très inspiré par vous à Belleuil. D'ailleurs, il m'avait cité Belleuil en exemple. Et il m'avait confié ce mandat. J'étais super contente. Moi, le jeu des enfants, ça m'intéressait déjà. J'avais déjà passé... J'étais mère au foyer, en fait, avant d'être en politique. Fait que j'avais passé beaucoup d'heures dans les parcs, dans les terrains de jeu. J'observais mon enfant, les autres enfants. Je voyais qu'il n'y avait comme pas d'enfants de 8 ans, 7 ans, 9 ans. Je sais où sont les enfants. J'avais été marcheuse bénévole du Trottibus. Je voyais que les enfants, c'était comme un langage, le jeu. Il y avait un bord de trottoir, ça devenait un jeu. Il y avait une bande de neige, comme une banquise de neige au couche-tard, ça devenait un jeu. C'était une approche puis une attitude, puis que l'environnement devait répondre à ça parce que c'était universel parmi les enfants. Donc, je me disais, yes, le jeu sur rue, c'est mon mandat. Aussi, le jeu sur rue, pourquoi c'était intéressant? J'habite au 2e étage. Je vous apprends rien. La plupart des Montréalais n'habitent pas au rez-de-chaussée. Hein? On habite au 2e, 3e étage.
Et donc, on n'a pas forcément accès à des cours. On est sur notre balcon, ce qui n'est pas vraiment un environnement propice au jeu. Un balcon, c'est super petit, c'est confinant. Et j'avais pas de cour arrière, j'avais pas accès à de ruelles, puis je sais que je suis pas la seule famille. Il y a plein de quartiers là, qui se sont développés sans ruelles. Je pense à NDG, par exemple. Donc, le jeu sur rue, ça répondait à un besoin qui était déjà... c'est-à-dire, je me disais, c'est pas fair là, que ce soit juste les enfants du rez-de-chaussée qui aient accès à une grande diversité et superficie d'espaces de jeu. Et puis, si on se tourne vers la rue, oui, la rue, elle est là, mais si on se tourne vers la rue, on peut répondre aux besoins de plein d'enfants. Donc, c'était comme mon premier projet, puis je vais vous dire vraiment concrètement comment j'avais fait ça. Fait que j'étais élue en novembre 2017, puis en début d'année 2018, j'ai écrit ma première fiche projet. Là. C'est comme ça qu'on fonctionne, on écrit une fiche projet. C'est quoi qu'on veut faire? C'est quoi le mandat? Quelle division va être impliquée? C'est quoi les objectifs? Est-ce qu'il y a des exemples ailleurs? Tu sais, vraiment, là, c'est comme un petit rapport là, étoffé. Puis, j'avais rempli ça d'arguments là, scientifiques. J'avais lu toute la littérature, j'avais fait des synthèses. J'avais consulté des praticiens du jeu libre. J'avais cité la loi 122, j'avais cité Belleuil, j'avais les droits des enfants, la convention, let's go, on y va. Je voulais vraiment convaincre. Ça a marché. J'ai proposé 2 types de rues. Je me suis dit, on va faire une rue fermée, on va faire une rue temporaire, comme ce que Kate décrivait là, la rue de jeu libre, donc une rue temporaire, on ferme ça, c'est-à-dire une fermeture temporaire, 2 heures chaque mardi, par exemple, puis une rue fermée de manière permanente. J'avais proposé ça, donc on est jumelés, là, le politique puis l'administratif, et donc c'est le développement durable qui est le département qui fait plein de projets vraiment éclatés, qui sort de l'ordinaire. Et puis, ils ont pris la balle au bon, puis ils ont dit, ben peut-être qu'on devrait en faire juste un projet. Calme-toi, avec 2 projets, c'est beaucoup. Fait ils ont proposé qu'on fasse une rue fermée de manière permanente. Puis, il y avait vraiment des bonnes raisons pour faire ça. C'était pour se prouver à nous qu'il y avait vraiment... qu'il allait avoir une réception, que ça allait marcher. Ça va-tu marcher, cette affaire-là? Parce qu'à Montréal, on n'en a pas tellement des croissants puis des cul-de-sac. Puis notre typologie de rue, c'en est une de transit, il y a beaucoup de circulation. Tu sais, moi, j'ai joué là, en banlieue j'ai joué dans ma rue de banlieue, mais là, j'habite pas une rue de banlieue, puis c'est différent débits de circulation, tout ça, fait que les gens n'ont pas forcément un souvenir. C'est comme nouveau, là, on leur présente quelque chose de nouveau. Il y a eu comme une coupure dans nos mémoires, dans notre mémoire urbaine de le jeu sur rue. Donc, on s'est dit, en fermant la rue à la circulation véhiculaire, on va vraiment apaiser, oui, la circulation, mais les craintes des parents, des riverains. Ils vont savoir qu'il n'y aura pas de voiture, puis ils ne pourront plus aisément laisser les enfants aller jouer dans la rue. Je pense que c'était vraiment une bonne décision. En plus de ça, il y a Eyes on the Street. Parce qu'on voulait peut-être fermer une rue entre 2 écoles, puis tout ça, mais il n'y avait pas de Eyes on the Street, comme on dit. Puis vous voyez ici, ça, c'est l'avant. Il y a vraiment des gens pour voir, surveiller, oui, mais peut-être de leur salon là, ou de leur balcon. Puis c'était aussi une question d'équité. Ici, le cadre bâti, il y a plusieurs, vous en voyez une, là, mais il y en a d'autres, des conciergeries, il y en a beaucoup, beaucoup. Les ruelles sont hyper étroites dans ce coin-là. Donc, on voulait offrir à ce quartier-là un apaisement de la circulation, mais aussi multiplier les opportunités d'occupation de l'espace public, autant pour les adultes que les enfants. OK, là, je suis comme... Donc, c'est ça, équité, proximité. Donc, c'est ça. On a décidé, on va fermer Marquette. Donc, là où vous voyez les 2 piétons, c'est la rue Marquette. Elle est comme divisée en 2. On a décidé qu'on allait fermer celle à votre gauche et qu'on allait fermer de manière temporaire, celle en avant, là, ici, 6 mois par année. Donc, ça, c'était notre cadre. Voilà. Puis, grâce à la gestion contractuelle en tout cas à Montréal, moins de 100 000 $, on peut aller en appel d'offres par invitation. C'est ce qu'on a fait. On a invité 3 firmes. On a dit, voici le cadre géographique. Qu'est-ce que vous nous proposez? Mais avant là, de parler de ça, j'avais oublié de vous dire qu'on a fait, donc, les services, vraiment, ont fait un travail hyper approfondi pour comprendre qu'est-ce qui se passe là. On a fait une étude de circulation. Déjà, les gens conduisaient jusqu'à 60 km dans une zone de 30.
Il y avait du stationnement autour du triangle. Il n'était pas supposé d'en avoir. Les gens, ils empruntaient, vous voyez, ils voulaient un trottoir. Les gens nous demandaient pour un trottoir qui n'existait pas. Donc, il y avait une mobilité active, mais non sécurisée. C'était à proximité de plein de lieux de destination d'enfants, de parents. Donc, on s'est dit, ça va être intéressant. Ça ne va pas seulement être un lieu où on a envie d'aller. Ça va être un lieu, tu sais, ça va ramener les gens vers là. Ça va être un point intéressant durant la marche matinale, la marche d'après-midi. Puis, on avait aussi eu, par hasard, vraiment, une lettre. On a reçu une lettre d'une famille qui imaginait le coin avant, puis le coin après. Puis on s'est dit, oh my God, c'est comme, quelle coïncidence, il faut agir, let's go. Donc ici, on voit, ils ont imaginé l'autre côté, mais bon, une fermeture, un apaisement, une sécurisation, c'est un peu ce qu'on a fait. Donc, ça, c'est juste un portrait pour vous montrer le genre d'études qu'on fait, que les services ont fait, c'est de comprendre la compatibilité de cet espace avec d'autres espaces complémentaires. C'est vraiment avoir un portrait urbain, un portrait de la population, un portrait des institutions pour comprendre l'impact de notre intervention. Voilà. Donc, je vous parlais de 3 films. 3 films. Moi, j'ai vu qu'un concept. En fait, il y en a 2 qui ont été retenus, ils ont évalué, puis c'est un concept qui a été retenu. Puis, cette firme-là, elle a vraiment compris le langage du jeu. Elle a vraiment compris le langage des enfants. Et puis, elle a dit que c'était la première fois qu'elle recevait une commande qui, elle aussi, comprenait le jeu et le langage des enfants. Donc, c'était comme un mariage parfait, je dirais. Et puis, on a eu le buy-in ou l'accord du centre communautaire qu'on ne voit pas, qui est juste en face. On voulait vraiment que le centre communautaire se sente interpellé, se sente comme un partenaire. On voulait qu'il soit d'accord parce que ça allait amener une nouvelle dynamique, puis ça allait profiter, on espérait, au centre. Puis, le centre a dit oui. Et donc, on est passé à la phase 2. Je vais vous montrer les concepts. Donc, ici, l'île, en fait, le triangle vert, ça l'a comme, c'était un peu, c'est l'île. Le triangle vert, c'est l'île. Puis, ils ont construit là-dessus. C'est le concept retenu. Donc, bon, je ne peux pas pointer, mais vous voyez, j'ai en bas de la photo, de l'illustration, c'est la cour avant du centre communautaire. On a la rue Marquette, puis on voulait vraiment rejoindre les 2 espaces, puis créer un énorme nouvel espace jouable avec une surface asphaltée, la rue, donc qui permet plein de choses qu'une surface gazonnée ne permet pas. Mais on voulait que ce soit un paysage de découverte, un paysage où on peut se cacher, parce qu'il y a des buttes, on peut s'asseoir dans les cratères, on peut courir et puis perdre de vue nos amis, il y a différents matériaux. Donc voilà, sans module, on voulait créer quelque chose sur rue qui incitait les jeunes à créer, à imaginer, à jouer autrement. Donc ça, c'est le concept retenu. Puis on voulait l'amener aux riverains, puis dire, qu'en pensez-vous? OK, ça c'est encore le concept. Oh, pas encore. Donc on a, avec le Centre d'écologie urbaine, puis Lion et la Souris, mené une consultation où les riverains nous ont vraiment parlé, OK, mais c'est quoi l'usage des rues? C'est quoi l'usage des ruelles, vraiment, là? Qu'est-ce que vous avez observé? Ça, c'est venu vraiment enrichir. Ils ont dit oui au jeu libre. Tu sais, ils ont dit oui au concept. Ils ont dit oui à la fermeture de rue. On a aussi une consultation avec les enfants qui était menée par Lion et la Souris. C'était un service de garde, mais service de garde plus, je dirais, parce que les éducatrices ont ramené des pièces libres, puis elles ont su elles-mêmes, par le jeu, aller chercher des informations qui ont bonifié le concept. Et vraiment, on a eu 2-3 itérations du concept, puis à chaque fois, c'était bonifié. C'était vraiment cool. Tous ces documents-là sont en fait disponibles sur Réalisons Montréal. Donc, on a un site web où on avait mis tout le processus, on prenait des commentaires aussi. C'est encore là, si vous voulez aller le voir. Donc, non, mais oui, ben bon, je peux parler du processus longtemps, là, mais je pense que vous voulez parler peut-être de la place en tant que telle. Donc, voici l'inauguration en septembre. On a fait une signalétique parce que les gens, ils n'étaient pas sûrs. C'est quoi le jeu libre? Comme vous l'avez dit, Kate, est-ce que mes enfants ont le droit de prendre ces roches? Est-ce que c'est fait pour déplacer? Est-ce que c'est...
Fait qu'on a mis la signalétique pour expliquer un peu le jeu libre. Le jeu libre, c'est le jeu choisi par l'enfant durant le temps qu'il veut, avec les matières qu'il veut, avec les partenaires qu'il veut. L'enfant peut décider à tout moment d'arrêter le jeu. C'est ce que c'est le jeu libre. Et puis, ce qui est drôle, c'est que les enfants, dont mon fils, tous les enfants, ben pas tous, mais plein d'enfants ont voulu grimper la pancarte. Puis là, les parents, il y avait vraiment un moment là de comme, OK, là, je fais quoi? Est-ce que j'interviens? Est-ce que j'interviens pas? Est-ce que c'est ça, le jeu libre? Est-ce que ça, c'est jouable? Puis c'était cool parce que direct, on avait la réflexion qu'on souhaitait. On souhaitait que les parents y réfléchissent à ça. Excuse-moi, je suis tellement nerveuse que... Ouf. Le projet est évolutif. Donc, on a un budget. Pourquoi il est évolutif? Parce qu'on l'a calqué sur le programme de la Ville-Centre pour avoir du budget, le programme de rue piétonne et partagée qui se fait sur 3 ans. On s'est dit, on va l'avoir, c'est clair, on va l'avoir. Fait qu'on va le faire sur 3 ans. Finalement, on ne l'a pas eu. Non, on ne l'a pas eu. Mais c'est pour ça qu'il est... Mais je pense que le côté évolutif, puis peut-être on peut en parler durant les questions, c'est ça qui est aussi intéressant. Par exemple, là, c'est l'inauguration. Pendant l'hiver, qui est déjà arrivé, nous n'allons pas déneiger l'espace, va être laissé comme tel. On a embauché Lion et la Souris pour faire des observations des usages, pour voir comment les gens vont s'en servir, pour organiser aussi des événements, puis accompagner les gens vers le jeu extérieur l'hiver. Malgré l'abondance de neige qui rend tout plus simple pour jouer, les parcs se vident l'hiver. Et donc, on croit qu'avec Lion et la Souris, on va pouvoir mieux accompagner les familles. OK, j'avais plein d'autres photos. Donc, on a gardé... Ça, c'est tout réfléchissant, les roches. Donc, moi, quand je passe en vélo le soir, c'est tout éclairé, on va super bien. La rue et l'asphalte, tu sais, on aime beaucoup parler de verdissement, déminéralisation, mais l'asphalte, ça permet aussi certains jeux qu'on ne peut pas faire ailleurs. Donc, je trouve ça fun. On a trouvé ça le fun, le contraste entre le minéral et le végétal. Le jour même de l'inauguration, il y avait de la construction de cabanes, la plantation de plantes, donc ça continuait. Et puis, ce qu'on voit, on a créé le trottoir que les gens réclamaient juste par leur usage. Donc ici, c'est le trottoir avec des jerseys. C'est très, très simple. Aussi, un budget limité, ça peut permettre une créativité énorme. Ça, c'était 200 pour une municipalité. Là, pour Montréal, pour Rosemont, c'est pas très cher. C'était environ 220 000. On a profité de la politique de l'enfant de la Ville de Montréal pour créer un espace, un aménagement sécuritaire ludique. Voilà. Ça, c'est le cratère. Ce qu'on voit, en fait, c'est que quand on l'a créé, on pensait aux petits, mais au final, il y a plein d'ados qui viennent chiller dans le cratère. Et puis, c'est pas surprenant. Ils font pareil comme au kiosque de musique du parc Molson, les tables de pique-nique. C'est les premiers puis les derniers. Tu sais, il fait super froid, puis c'est les derniers à pique-niquer. Puis il y a à peine un rayon de soleil au mois de mars, puis c'est les premiers à occuper le parc. Puis ils aiment bien pouvoir trouver du mobilier de groupe. Eh bien, ça, c'est du mobilier de groupe. On a réutilisé des égouts. En fait, la personne qui... il y a des gens de RPP ici, là, il y a plein de gens, là, le Dream Team de RPP. Puis Thierry avait trouvé ce bout d'égout, là, puis on l'a intégré au design du parc. Donc ici, on a... ça, je vais en parler tantôt, mais les riverains réclamaient ce qu'on appelle des loose parts, des pièces libres. Ils voulaient vraiment qu'il y ait des... Parce que c'est ça qui marche dans le terrain de jeu, là. C'est tous les camions, là, puis les bébelles, oui, de la fin, que les gens ils laissent. Ça marche parce que ça permet à l'espace d'évoluer, puis pas être fixe dans le temps, puis dans les matières. Et donc, finalement, on les a attachés, mais c'est vraiment trippant, là, comme... c'est un risque pour certains, là. C'est un jeu risqué, c'était cool. Je vais juste vous montrer les photos. Avant, c'était une rue, puis maintenant, c'est un paysage d'émerveillement, là, selon moi. Merci. Merci, c'est inspirant. Ça donne le goût d'aller jouer dehors, effectivement. Je vais inviter M. Verret et Kate également pour notre période d'échange. On a eu 3 perspectives fort intéressantes, puis en même temps très diversifiées sur la question du jeu libre, puis de réinventer
finalement aussi la manière d'occuper l'espace public dans nos villes et de faire de la place, dans le cas de Belleuil, à d'autres moyens de déplacement que la voiture. Dans le cas de l'arrondissement Rosemont-Patrie, de vraiment requalifier un espace qui avait peut-être une fonction un peu plus floue, si on peut dire. Et dans l'exemple de Kate, également des pratiques qui se font à l'échelle aussi canadienne et dans d'autres villes. On a eu, si on peut dire, les belles histoires qui nous font rêver autour de ça. J'aimerais peut-être aborder avec nos trois panélistes, et particulièrement M. Verret et Mme Watt. Là, on a le success story. Est-ce qu'on peut avoir l'envers de la médaille? Quels ont été les obstacles rencontrés lorsque vous avez voulu mettre en place ce type de projet-là, tant auprès de la municipalité, communauté, bref, on aimerait vous entendre à ce sujet-là. Peut-être M. Verret en premier. Disons que pour la municipalité, dans mon cas, ça a été facile parce que j'ai eu l'appui complet de tous les gens politiques et en plus, tous les gens à l'intérieur, tous nos fonctionnaires étaient en accord à 100%. Fait que ce bout-là n'a pas été compliqué à pouvoir convaincre. C'était déjà convaincu. On a une mairesse, Mme Lavoie à Belleuil, qui est excessivement pour la famille. On a développé beaucoup. Pour ce qui est de la population, pour vous donner un exemple, j'ai eu 2 plaintes depuis 2016 officielles. Fait que c'est pas beaucoup. Il y en a une, c'est une madame qui venait d'acheter une BMW, elle avait peur de faire poquer sa voiture. Et l'autre, c'était au niveau du temps où la demande avait été faite. Et que ça, j'ai donné raison aux gens. C'est pour ça qu'on a sorti 3 dates. Mais officiellement, c'est sûr qu'il y en a qui font des réflexions, on a des parcs, mais on rouvre pas tous nos parcs l'hiver. Même si on a 52 parcs à Belleuil, on en rouvre quelques-uns l'hiver. Les autres, s'il y a 3 pieds de neige, 4 pieds de neige, ça joue pas tellement bien au hockey de rue. Fait que c'est un peu cette situation-là, mais d'avoir des choses négatives, c'est à ma souvenance, j'en ai pas eu. Donc, il y a eu une réceptivité importante de la communauté. Du côté de l'arrondissement Rosemont-Patrie, j'aimais bien l'expression, on a un peu un blanc de mémoire de notre manière de s'approprier nos rues. Comment ça s'est passé finalement, la mise en œuvre? Est-ce que vous avez identifié des obstacles ou rencontré certains défis sur ce projet-là? Bien, un des obstacles, c'était le point de départ. Le fait que nos villes, nos appareils municipaux, en tout cas, je peux parler pour Montréal, puis nos arrondissements, on fait pas de jeux libres. Tu sais, comme, on fait des places publiques, on fait des terrains de jeu, on fait des aménagements de places publiques, on achète des équipements, mais des paysages de jeu, c'était, bon, voilà, on n'en avait pas encore vraiment fait. Donc, ça, c'était un peu un obstacle dans le sens que c'était comme un vide à remplir. C'était comme de dire, « Ah, mais ça peut ressembler à ça, on peut faire ci, on peut faire ça. » Un autre obstacle, c'est, « Oui, mais les enfants, ils peuvent pas jouer au parc. Ta rue, là, est proche d'un parc. Pourquoi tu vas pas au parc? » Ça, on l'a entendu plusieurs fois. Là, Thierry n'est pas là, mais durant les consultations, on l'a entendu de riverains qui n'étaient pas certains. Puis on disait, « Oui, mais c'est parce que les enfants, là, il faut bien que ça se rende au parc. » Puis, il y avait une maman d'une des conciergeries qui nous avait dit « Ah, moi, j'ai tellement hâte de pouvoir regarder par la fenêtre puis de laisser, tu sais, ma fille de 7 ans aller jouer toute seule. Mais d'aller au parc, c'est plus loin. » Donc, il y avait un obstacle dans le sens qu'on a tendance à imaginer les enfants comme « c'est à l'école, c'est au parc, à la garderie, à la maison, mais ailleurs, c'est avec les parents. » Fait qu'il y avait comme cette... c'est ça, les enfants n'ont pas de mobilité indépendante comme avant, comme on l'a vu. Et donc, il y avait beaucoup de... Oui, mais les enfants, they belong in parks. Put them in the parks. S'il y a des équipements, c'est pour eux, donc le jeu devrait être là. Donc, c'était une notion, tu sais, vraiment encadrée de jeu, là. Un jeu, c'est sur un équipement dans un parc. Pourquoi tu nous compliques la vie? Donc, une vision un peu compartimentée. Vraiment compartimentée. Oui, puis ça, c'est dû au trafic aussi. Tu sais, même les enfants qui ont envie sont comme, ouais, mais
c'est pas dangereux, ça, jouer dans la rue. Ben oui, non, tu sais, comme, oui, ça peut l'être. Donc, il y avait aussi, c'est gros, là, de fermer une rue à la circulation pour le fun. On le fait pas, normalement. Hein? Ouais. Puis, Monsieur Verret, vous le mentionniez, puis la photo était fort éloquente, on voyait plus de parents finalement que d'enfants dans la rue. Donc, de laisser ces espaces-là ouverts à la population, visiblement, ça va chercher aussi plus que les enfants. Est-ce que vous avez vu dans les deux exemples, ou peut-être également à Kate, dans d'autres exemples, est-ce qu'il y a d'autres populations, qui sont touchées et comment elles réagissent une fois, elles aussi, qu'elles décident d'expérimenter finalement ces espaces-là autrement? Bien, si on peut donner un exemple, on a un croissant qui a 9 buts de hockey dans à peine 20 maisons. Fait qu'imaginez-vous les pères avec les enfants, que ce soit les petites filles ou les petits gars, là, ça ne change rien, mais imaginez-vous l'engouement de ce croissant-là. Fait que ça fait, quand on parle que les enfants, là, ils disent qu'ils ne veulent pas jouer, c'est pas vrai. C'est parce qu'on ne leur donne pas la possibilité. Un coup qu'ils ont la possibilité, là, ils s'en servent. Puis comme je disais un peu à un moment donné en joke, quand j'étais jeune, moi, ma mère elle criait après moi pour que je rentre manger. Aujourd'hui, c'est le contraire, les mamans crient pour les faire sortir. Fait que c'est sûr aujourd'hui que si on donne la possibilité, et en même temps, un point que je n'ai pas abordé tantôt, par exemple, qui est très important, 75% d'un dossier ou d'un projet comme ça découle des coms. Si les communications sont, disons, au quart de tour, puis qu'on est appuyé par le département de communication, comme dans mon cas, ça a été une réussite totale, mais ça prend vraiment des bonnes communications, parce que c'est pas tout compris, comme la première question, c'est pas tous les gens qui comprennent le pourquoi qu'on fait ça. Oui. Ben, j'ai mentionné, ça a apaisé la circulation dans le quartier. On a créé des infrastructures piétonnes qu'il n'y avait pas. Les parents, ils sont soutenus parce que quand un enfant est un peu plus indépendant, ben le parent l'est aussi. Donc, les parents sont soutenus parce qu'on soutient leur enfant dans leur indépendance, soit leur mobilité indépendante ou leur jeu indépendant, leur socialisation indépendante. On a finalement, on soutient les ados. Il y a l'école Parmarquette, l'école secondaire Parmarquette à côté. Puis eux, ils retrouvent une place où chiller. Leur école est extrêmement bétonnée. Elle est au sein d'un parc, mais il n'y a pas forcément du mobilier comme où tu as envie de... Tu sais, c'est du mobilier comme de parc classique, là. Mais peut-être pas quelque chose qui attire l'œil d'un adolescent ou d'une adolescente. La valorisation du centre communautaire, ça, je ne m'y attendais pas tant, mais le directeur du centre communautaire, directeur d'un organisme de loisirs, pour lui, c'est une énorme valorisation de son centre et il se permet de rêver, puis il me parle de projets, puis donc ça, c'est vraiment le fun, c'est vraiment le fun pour les usagers. Notre enfant vient patiner ou faire de la natation, on peut aller s'asseoir dans un espace cool, ou vice-versa, on a un enfant qui joue, on sort avec l'autre. Donc, on vient soutenir les usagers. Puis c'est une inspiration, j'ai eu des appels de CPE puis de garderie, des groupes de homeschoolers qui cherchent des endroits le fun de jouer. Fait que, tu sais, c'est vraiment... puis c'est un exemple de ce qui est possible maintenant. On peut faire ça, OK. Avec chaque nouveau truc que les arrondissements, la ville fait, c'est un exemple du possible, puis voilà. Puis voilà. J'aimerais peut-être relancer Kate aussi, parce que, bon, on parle de la liberté, du plaisir de jouer, la capacité de se réapproprier autrement des espaces, mais en même temps aussi, il y a toute une autre école de pensée qui nous dit, au contraire, on est dans des environnements qui ont une certaine dangerosité. Le jeu doit être encadré. Tu mentionnais, on veut qu'il y ait des objectifs d'apprentissage et de développement à travers ça. Donc, qu'est-ce qu'on répond au jeu libre versus, disons, un jeu peut-être plus encadré, disons-le comme ça? On répond plusieurs choses. Je pense d'abord, une des choses que je trouve intéressante là-dedans, c'est que si on protège trop, l'enfant apprend jamais
à s'orienter dans la vie, puis il y a des risques qui sont beaucoup plus grands à long terme si on n'apprend pas jeune à prendre des risques, à s'orienter dans son environnement. J'entends des choses extraordinaires sur le fait que les enfants sont tellement amenés dans leur voiture ou même dans les poussettes jusqu'à l'âge de 5 ans qu'ils sont plus capables de grimper des escaliers pour arriver à leur CPE ou de prendre de longues marches. Vous voyez ça peut-être au Lion et la Souris, là, mais on est en train de faire un de-skilling des enfants par rapport à leur appropriation de l'espace, puis même la capacité de bouger. Donc, je me dis, c'est naturel qu'on prenne des risques et c'est beaucoup mieux à plus long terme, psychologiquement, cognitivement et physiquement pour les enfants. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est important, le jeu libre a un aspect qui ajoute à du jeu structuré qui est extrêmement important, puis c'est au niveau de la créativité de l'enfant, la capacité de résoudre des conflits de façon où les parents sont pas, ni les parents ni les coachs sont introduits. Il y a un énorme apprentissage qui se fait. Puis, on a des enfants qui sont extrêmement anxieux. On parle énormément de problèmes de santé mentale. Et il y a une énorme littérature qui commence à surgir sur le fait que les enfants ne savent plus vraiment comment interagir entre eux parce qu'ils résolvent très peu de problèmes eux-mêmes. Donc, il y a énormément de raisons de laisser les enfants. Mais en fait, le gros affaire là-dedans, puis je rejoins Pierre là-dessus, c'est vraiment les parents qui arrêtent les enfants de jouer. Mm-hmm. C'est pas les enfants qui sont le problème, ce sont les parents et la société qui empêchent les enfants de jouer. Maintenant, on approche de la fin de l'échange. Je voudrais laisser peut-être quand même quelques questions de la salle. Tous les trois, Monsieur Verret, vous êtes un ambassadeur du jeu libre au Québec. Je pense qu'on peut le dire ainsi avec votre initiative. Kate, dans des réseaux pan-canadiens et internationaux de recherche. Stéphanie, je sais que tu as l'occasion aussi d'interagir dans des sommets internationaux sur ces questions-là. Mettons, si on avait un bulletin à se donner là, au Québec ou dans nos municipalités, est-ce qu'on est des premières classes dans le peloton ou peut-être qu'on a du terrain à parcourir vis-à-vis de ce qui se fait ailleurs? Je terminerai de chacun votre point de vue là-dessus, puis on prendra quelques questions de la salle également. Qui commence? Pas de questions? Disons que si on avait un bulletin, on serait peut-être à 40 % aujourd'hui. OK. Parce que on a un grand pas de fait parce que là, peut-être 7-8 ans, on était à 10 %. Ouais. Et là, aujourd'hui, je vous dirais que le programme Dans ma rue, on joue, là, fait énormément de petits un peu partout, que ce soit, je viens de passer 2 jours avec le Globe and Mail, c'est rendu au niveau pan-canadien, c'est rendu, j'ai rencontré M. Gill, chercheur international, et c'est rendu aux États-Unis. Je ne sais pas si M. Trump va être d'accord, mais au moins, il est rendu aux États-Unis. Il est rendu un peu partout, ça veut dire que ça se répand. Si on parle d'intervention de la ville au niveau des communications pour les demandes, on doit être rendu facilement à 75 villes ou villages qui ont implanté ce programme-là, et peut-être plus parce qu'on ne le sait pas tous où ce qui sont implantés, mais on s'améliore, mais il y a un grand pas à faire encore pour que nos jeunes, d'arrêter de dire que nos jeunes ne font rien, puis ils engraissent, puis ils font ci, puis ils font ça. Il faut leur donner la possibilité de pouvoir jouer librement. C'est ce qu'un enfant, s'il y a quelqu'un qui le sait, je suis un hyperactif, fait que si j'avais pas eu la chance de jouer dans la rue quand j'étais plus jeune, j'aurais peut-être été obligé de prendre des médicaments. Oui. Rapidement, nos 2 dernières notes sur notre bulletin. J'aurais dit entre 60 et 40 % là, oui. Je pense qu'on a beaucoup fait, puis je parle juste de Montréal, c'est l'endroit que je connais le plus. On commence à avoir énormément d'aménagement du territoire qui redonne la ville aux enfants et aux jeunes. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut vraiment où on travaille, là.
la circulation de l'automobile, ça empêche tout. C'est affreux. 30 km de l'heure, je l'ai dans ma rue personnelle, puis il n'y a personne qui roule à 30, c'est 60, 70, ça ne marche pas. Donc, on a énormément de travail à faire là-dessus, puis il faut que le citoyen comprenne qu'il détruit la ville. Et la ville, ce qu'on commence à comprendre, c'est qu'on a exclu les enfants et les jeunes de la ville. La ville est devenue une place que pour les adultes, et les adultes dans les voitures. Puis, il faut vraiment qu'on unisse nos forces, les écologistes, les gens de santé publique, les gens qui s'intéressent à l'activité physique, etc., pour avoir le même discours ensemble, pour reprendre les rues, pour jouer et vivre dedans ensemble. C'est pas juste les enfants et les jeunes, c'est toute la communauté, en fait. En effet. Moi, je donnerais une note qualitative. C'est bon début, still got lots of work to do. Puis à Montréal, on a des programmes là, pour sécuriser les abords des écoles, puis des parcs. Dans Rosemont-la-Patrie, on a des mesures d'apaisement nombreuses, des stops puis des saillies, puis tout ça qui permet une mobilité plus active, plus jeune. La question, c'était « How are we doing? » Oui, mais on a... les municipalités, je pense notre municipalité pourrait diversifier les espaces. Je pense qu'on a vraiment pris le modèle en Amérique du Nord du terrain de jeu, équipement fixe, puis on était comme « Oh my God, c'est easy! On a trouvé la formule! Ah ouais, on fait ça partout! On les rénove! » Pareil! Pendant 60 ans! Fait qu'avec des budgets énormes, comme ça, il faut arrêter, là. Il faut arrêter de faire un truc. C'est comme si ta diète, là, c'était comme... Moi, j'appelle ça, là... C'est la diète du burger qui est orange. Fait que t'es comme, c'est orange, ça doit être comme une carotte, ça doit être santé. Mais non, c'est un burger. Puis tu manges que ton burger tous les jours. Tu sais, il faut diversifier. Puis je voulais dire, j'ai oublié, là, je voulais dire, mais tu sais, il y a d'autres modèles, là, Adventure Playgrounds, qu'on a vu, on voit un peu partout. On l'a pas encore, on l'avait à Montréal historiquement, on n'en a plus. Puis je pense qu'il y a des communautés, ça je vais le dire, là, les municipalités, il faut aussi travailler avec les communautés. Il y a des communautés de parents, des communautés à Pointe-Saint-Charles, à Verdun, à Rosemont, à MHM. Il y a des communautés de gens qui cherchent ces espaces diversifiés. Il y a des parents qui favorisent le jeu de leur enfant, puis qui s'organisent, puis qui retrouvent des organismes comme Lion et la Souris. Puis, donc, ces gens-là aussi, il faut des modèles municipaux, puis il faut un changement de culture parentale. Ça va ensemble. Un sans l'autre, ça ne marche pas. Il faut travailler ensemble. Merci. Vraiment intéressant, des appels à l'action, puis des projets fort inspirants. Le temps file, c'était important, je pense, de laisser aussi la chance aux gens de pouvoir poser quelques questions. Je vais vous demander, bien sûr, d'être bref dans votre question, peut-être vous nommer, puis Laurent pourra, à ce moment-là, faire la tournée avec le micro également. Vous lèverez votre main. Première question. Bonjour, Diane Bérard, je suis journaliste. Ma question est liée à la santé publique et à la santé, au coût de la santé, parce qu'on a commencé en parlant de ça, puis vous avez pas du tout abordé la question. Quand on regarde dans un terrain de jeu, les enfants, ils courent, ils sautent, ils jouent, donc ils bougent beaucoup. Moi, j'aimerais savoir s'il y a des résultats qui démontrent que ces espaces-là sont meilleurs pour les coûts de santé puis pour la santé publique. Est-ce qu'on a des résultats quelque part? Ouais. Les espaces de jeu libre, c'est ça. Les terrains de jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que les terrains de jeu sont excellents, là. Mais les parents, s'ils ne peuvent pas accompagner leurs parents, ont tellement peur, comme Stéphanie avait soulevé, que les enfants ont très souvent pas le droit d'y aller seuls. Et souvent, les parents, dans les terrains de jeu, vont surveiller leurs enfants et arrêter certaines activités qu'ils jugent risquées parce qu'ils sont présents. Une des multiples avantages avec une rue de jeu libre, c'est que les enfants peuvent y aller tout seuls, parce que c'est en face de la maison. C'est juste là. Donc, les craintes des parents diminuent. Ils peuvent regarder par la fenêtre ou pas. Ils savent qu'il y a d'autres enfants, d'autres gens dans la rue qui vont prendre charge. Donc, les enfants ont une plus grande liberté d'essayer des choses et ça mène souvent à un plus grand mouvement. Bon, est-ce que ça a été
évalué de point de vue de santé publique ou de mouvement ou de nombre de pieds, de nombre de pas, ça commence. Il y a quelques études. Dans mon sac, j'ai le dernier papier là-dessus, je peux vous le montrer, mais il y en a très, très peu, puis des études comparatives entre le mouvement dans une rue de jeux libres par rapport à des parcs, j'en connais pas. Moi, je peux dire que, par exemple, Mariana Brusoni de UBC, elle a fait l'étude d'un terrain de jeu typique dans une garderie. Ils ont évalué avec des caméras, puis vraiment une méthodologie étoffée. Ils ont fait des aménagements avec des pièces libres, avec du verdissement. Donc, c'est pas du jeu libre, mais c'est un paysage qui favorise plusieurs types de jeux. Hein, parce qu'il n'y a pas un type de jeu. Là. Ce que vous parlez, les mouvements, c'est comme une certaine motricité physique, c'est certains mouvements que j'appelle comme des gros mouvements, mais le jeu est beaucoup, beaucoup plus riche que seulement des gros mouvements, là. Et donc, ils ont fait des interventions, ils travaillent avec des architectes du paysage, ils ont évalué après, puis ils ont vu des changements, ils ont évalué des indicateurs de santé, de socialisation, de ce qu'ils pensaient être le bien-être et tout, puis je peux vous référer. Il y a aussi eu des études sur l'impact d'être à l'extérieur sur la santé, donc l'impact du jeu en plein air sur la santé. Je peux aussi vous les... Je n'ai pas là, mais je peux vous les envoyer par courriel. Donc oui, surtout en santé mentale, il y a des études. Donc voilà, ça commence. C'est une question à l'arrière. Oui, bonjour. Moi, c'est Selma Vorobiev. Donc, merci beaucoup pour vos présentations. Vos initiatives sont vraiment très inspirantes. Donc, bravo. Moi, j'ai la chance, je suis très chanceuse. J'habite à Rosemont, donc toujours aussi heureuse de voir que mon arrondissement est super proactif, dynamique. Moi, je sors d'un autre événement où il y avait, je ne sais pas s'il y avait 200 personnes à la grande bibliothèque. C'était toute la petite enfance qui était réunie autour de toutes les initiatives de transition, dans le fond, du préscolaire, beaucoup là, des services de garde aux écoles. Et puis, ils ont beaucoup parlé de l'importance du jeu dans le développement des enfants 0-8 ans et aussi du fait que les parents ont oublié comment jouer. Donc, ils nous donnaient des enseignantes qui nous donnaient des exemples, qui disaient, par exemple, que les parents, avant la semaine de relâche scolaire, les parents venaient voir les enseignantes pour avoir des idées de quoi faire pendant la relâche avec leurs enfants. Donc, en tout cas, moi, je vois des liens entre ce que vous faites et puis toute cette... il va y avoir des états généraux aussi de la petite enfance très bientôt, au mois de juin 2020. Donc, il y a certainement des liens à développer aussi avec eux. Voilà. Parfait, merci. Peut-être jusqu'à une dernière question. Je vois une main en avant. Deux mains. Je prendrai les deux questions, une à la suite de l'autre, puis on terminera cette période de questions. Donc, monsieur... Merci. Bonjour, mon nom est Tristan Bougie. Après 3-4 ans, qu'est-ce qui va faire en sorte que c'est une réussite et qu'on va investir d'autres centaines de milliers de dollars? Comment on évalue ces affaires-là, finalement? Mais parce que les gens vont dire... voilà. Oui. Comment on évalue le programme à bel oeil? Jouer dans la rue. De répondre à une question sur l'évaluation, puis je vais prendre la dernière question ici en avant et on pourrait répondre aux deux questions en rafale. En fait, ma question, c'est dans les deux projets concrets, est-ce qu'il y a eu des réflexions ou conversations ou actions spécifiques liées à l'inclusivité de ces espaces et le jeu libre pour les jeunes qui sont en situation de handicap, pour qui l'accès au jeu libre est souvent plus restreint que pour les enfants typiques? Merci pour les deux questions. Donc, chacun votre tour, un mot de conclusion en même temps. Oui, dans le cas des jeux libres dans la rue, il n'y a pas beaucoup de coûts à ça. C'est sûr qu'un parent, s'il veut acheter un but ou un panier de basket ou des choses, tout ce que ça prend, c'est des bons running. Puis il faut qu'il soit habillé en conséquence, mais il n'y a pas de coût. Pour les villes, c'est quand même minime. C'est des pancartes pour dire que, dire de tel endroit à tel endroit, on peut jouer dans la rue et tout ça. Une pancarte de 30 km. Fait que c'est pas astronomique comme tel. Tantôt, il y avait une question aussi qui a été posée. À un moment donné, je me promenais avec une journaliste qui me demandait le monsieur, on peut-tu aller le voir? Fait qu'il a posé la question, exemple,
est-ce que vous savez où sont les enfants? Il dit, oui, il y en a 11. Ils sont là. Lui, il est en train de faire son gazon. Pas de stress. Il savait que les enfants étaient à côté de chez eux. Fait qu'on voit que ça a quand même aussi un impact majeur sur le stress des parents, en moins. Oui. Et je pense que c'est important comme tel. Monsieur, votre question, excusez. Sur l'accessibilité universelle. L'inclusivité de ces espaces pour les jeunes qui sont en situation. Oui, bien, c'est sûr et certain que là, on vient d'avoir un projet d'une classe de 6e année qui est le parc de rêve, qui est un peu votre style, qui est un parc de rêve. On a débloqué 150 000 $ pour eux autres. Ils nous ont dessiné ça sur des feuilles et ça fait partie, nous, comme la ville de Belleuil, je fais partie intégrante là, du comité des personnes à mobilité réduite ou des handicapés. Et c'est très important pour nous autres de les inclure. Ils font partie de la société en totalité et non, disons, en minimum, ils font partie intégrale avec nous autres. C'est sûr qu'on met une attention particulière là-dessus. Merci. Donc, sur l'évaluation et l'inclusion? Super intéressante ta question parce qu'on n'évalue jamais les terrains de jeu classiques. On les construit, we turn our backs, we leave, we don't care. Fait que c'est super intéressant. Moi, je voudrais qu'on évalue aussi les terrains de jeu traditionnels pour dire, ça marche-tu? Est-ce qu'il y a une diversité de jeux? Est-ce que les enfants autistes ont leur coin tranquille pour jouer? Est-ce que... Vous voyez la diversité des questions? Est-ce qu'il y a des pièces de théâtre qui se jouent ici? Non! Ah, ben peut-être qu'il n'y a pas assez de... Je sais pas quoi, là. Qu'est-ce qui manque? Mais nous, je l'avais mentionné, on a quand même embauché Lion et la souris pour évaluer quel type de jeu. Parce que le succès de l'espace ne sera pas que l'apaisement de la circulation, ça va être comme... Est-ce que les enfants s'éclatent? Puis des fois, quand on prend des risques, le jeu risqué, ça ressemble pas à du plaisir. Pas forcément des sourires, tu sais. Fait qu'il faut aussi avoir un œil averti pour pouvoir lire et comprendre ce qui se passe dans l'espace de jeu. Ensuite, pour l'inclusivité, une de mes premières... tu sais, je voulais faire du jeu libre sur rue parce que je me disais, ben la rue, it's inclusive. Like, it's flat, kinda, you know. Il y a des nids de poules, mais... je pensais aussi au genre. Il y a beaucoup d'équipements qui sont utilisés par les petits gars. Beaucoup de photos de jeux libres, c'est des garçons qui jouent au hockey. Hein? Moi, je voulais absolument pas that we reinforce that image. Je voulais qu'on éclate ça et puis qu'on pense aussi à, tu sais, un petit garçon qui fait un bracelet puis une petite fille qui fait je sais pas quoi, là. Puis j'avais consulté, j'étais allée voir une professeure à McGill, Dr. Chicago Thomas. J'avais beaucoup parlé d'inclusivité, on avait beaucoup parlé d'handicap, puis elle m'avait dit que, tu sais, il y a tout plein de choses à faire, c'est tellement riche. Comment créer un paysage qui va répondre à plusieurs compétences, puis tout ça. Mais je dirais que c'est super difficile. C'est notre défi, là. C'est notre défi en ce moment, c'est de dire oui, le jeu libre, mais pour les enfants handicapés, justement, c'est difficile parce que ce qu'on a fait d'habitude, c'est des rampes dans les terrains de jeu, tu sais, puis on a dit puis des contrastes de couleurs, puis ça y est, c'est accessible. Fait que c'est comme difficile parce que c'est comme des nouveaux circuits dans notre cerveau. Donc, moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a essayé, que ça a été dur, that we had some failure, mais que si vous avez des choses à nous apprendre ou à nous partager, ça me ferait plaisir de vous parler après, vraiment. Merci pour l'intervention. Je pense qu'il y a des discussions qui vont certainement se poursuivre suite à la conférence. Okay, je demanderais peut-être dernière réponse, le mot de la fin, puis j'inviterai Corinne Voyer aussi pour un mot de la fin, l'appel à l'action. Bien, peut-être très vite et en guise d'une petite réponse à la première question, je pense que la clé, c'est qu'on parle de l'évaluation de ces projets-là, des multiples effets positifs que ça a pour la société. Réduction, circulation d'automobiles, augmentation de mobilité indépendante, amélioration de cohésion sociale dans les quartiers. Ça touche à tous les points qui nous unissent tous. Je pense que c'est vraiment la clé pour nous.
Merci beaucoup. C'est vraiment 3 présentations fort inspirantes. Puis je vous remercie beaucoup de votre générosité. Je pense qu'on aurait pu continuer vraiment à en parler et à en apprendre davantage. Je vais passer la parole à Corinne Voyer pour un... Juste faire une petite intervention. Ça va être très, très court. Il n'y aura pas trop de liberté là, dans mon jeu. Non, ceux qui veulent la pochette avec toute la documentation pour pouvoir implanter le projet, c'est vraiment simple. Vous avez toute la documentation. J'en ai quelques copies ici. Ceux-là qui en veulent, je peux vous en donner. Merci. Donc, premier appel à l'action. Deuxième appel à l'action. Bien, merci beaucoup, Véronique. Merci aux conférenciers. Merci, Suzy du Centre d'écologie urbaine pour la préparation, Laurent Coué de Montréal Physiquement Active, Marc-André de chez nous là, pour cette conférence-là. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Je ne veux pas répéter, mais je veux peut-être un peu ramasser l'ensemble parce que mon objectif comme coalition, c'est de vous amener à passer à l'action, à retourner chez vous avec un peu plus d'outils dans votre sac à dos pour pouvoir influencer votre milieu. Donc, je commence avec, au Québec, le jeu libre, on l'a vu, il est en disparition. C'est pas quelque chose, alors que c'était naturel, il est en perte de vitesse. Nos enfants sont de plus en plus sédentaires, leurs conditions physiques se détériorent, c'est démontré, et même leur santé. Un enfant sur 3 est en surpoids, et de plus en plus, ils vont même développer des maladies chroniques qu'on voyait chez les adultes, comme de l'hypertension, du diabète de type 2. À 11 ans, ce n'est pas des maladies qu'on est supposé de voir chez des enfants. Donc, on le sait, Kate nous l'a dit tantôt, un enfant, ça doit bouger et être actif au minimum 60 minutes par jour, et malheureusement, ils ne font pas ça. Donc oui, les parents ont un rôle à jouer, l'école, la garderie, mais l'environnement physique dans lequel ils grandissent, la façon que c'est aménagé, les différentes politiques qui sont autour d'eux, les règlements municipaux, peuvent aussi influencer leur pratique d'activité physique et même celle des adultes. Elles n'ont peut-être pas de responsabilité formelle en matière de santé des municipalités, mais elles ont un pouvoir qui est quand même assez direct sur le citoyen dans leur mode de vie. Ça peut passer par des politiques familiales. Il y a le mouvement des municipalités amies des enfants. Là, cette semaine, c'est la semaine du droit de l'enfant. Hier, c'était la journée internationale. Donc, les municipalités se mobilisent. Ils veulent redonner l'espace aux enfants. Ce sont des ancrages qu'ils possèdent. Mais présentement, il y a encore au Québec des municipalités qui ont des règlements qui découragent ou qui interdisent le jeu. Bien là, il l'a démontré dans ses règlements des années probablement 50, le jeu est interdit. Parfois, il y a des règlements qui sont autour du bruit. Donc, le bruit des enfants devient prend une nuisance, exact. Et donc, la quiétude a plus d'importance que le bruit des enfants. Moi, j'aime mieux entendre un enfant jouer qu'une tondeuse le matin, c'est sûr. Mais donc, c'est de revoir ces règlements municipaux-là pour pouvoir redonner cet espace-là. Madame Watt, vous en avez parlé. Certains disent que les parcs, les cours arrière, c'est là pour que les enfants puissent aller jouer. Mais vous avez raison, le rythme d'aujourd'hui, les parents travaillent, ils finissent à 5h30, ils sont à la maison, il faut qu'ils fassent le souper. Pendant ce temps-là, l'enfant il est devant l'écran. Si l'enfant pouvait sortir juste en avant de chez lui, sa communauté, là, souvent les amis de quartier sont en avant, donc les enfants se réunissent, ils socialisent, ils jouent, et là, ça devient une surveillance de communauté. Donc oui, les rues de jeu sont pertinentes, et puis c'est pas vrai que tous les enfants ont accès à des cours arrière et à des parcs. Et le jeu de rue, on pense souvent au hockey, mais c'est la trottinette, c'est le vélo, c'est de la craie, c'est de la corde à danser, c'est du jeu créatif. Donc, c'est pas juste des bénéfices sur la santé, ni sur la santé autant globale que physique. Kate, vous l'avez mentionné, ça favorise jouer dehors, ça favorise la prise de décision, l'évaluation des risques, la résolution des problèmes, les interactions sociales, la créativité, c'est plein de bénéfices. Et de plus en plus, on le voit, les citoyens veulent se réapproprier cet espace-là. Ils veulent que l'espace de l'automobile qui dominait le milieu dans les dernières années, bien, ils veulent se réapproprier cet espace-là. Et des fois, juste pour faire un peu passer mieux la pilule dans ce changement de paradigme-là, c'est de passer par des projets pilotes. Donc, c'est sûr que quand on lance une mesure mur à mur, ça fait toujours un peu un effet... au niveau du changement, il y a un peu plus de résistance. On le voit comme coalition. À Belleuil, c'est un peu ce qui s'est passé. Ça a été initié dans un processus de projet pilote. Les gens regardent ça. Les plus résistants, ils se disent, bon, c'est un projet pilote, au pire, ça floppe. Puis souvent, ça réussit plus que ça floppe. Mais en termes de communication, disons que ça aide au niveau de l'adhésion. Tout le processus démocratique citoyen, M. Véry, vous ne l'avez peut-être pas nommé ou je l'ai échappé, mais les citoyens sont appelés à voter pour que la rue devienne une rue de jeu. Donc, vous, c'est 2/3 des appuis.
de la rue. Donc, à partir d'un seuil d'appui de 2/3, la rue devient une rue de jeu. Donc, cette réappropriation citoyenne de l'espace est importante et contribue nettement à l'adhésion du projet. Donc, je conclue en disant, si jamais vous voulez passer à l'action, la Coalition Poids a fait un modèle de résolution clé en main avec un petit argumentaire. La Ville a juste à signer la feuille pour dire qu'elle s'engage à changer son règlement municipal pour aller de l'avant dans un projet dans Maru-Anjou ou encore dans un projet de l'île volcanique. Donc, on en a en haut, là, si vous voulez repartir avec, n'hésitez pas. Et moi, je vois une différence. Depuis le lancement dans Maru-Anjou, il y a plusieurs initiatives au Québec qui ont vu le jour. À Rosemont, c'est une nouvelle forme, c'est plus urbain, mais ça se multiplie. Et j'ai le goût de vous laisser en vous disant, en lançant le défi, qui sera le prochain. Et j'espère qu'il y en aura encore des prochains. Merci. Merci beaucoup, Karine. On a un, deux et un troisième appel à l'action. Kate en a parlé dès le départ. On aura, avec l'appui de la Ville de Montréal, dans le cadre de la politique de l'enfant, on aura l'occasion à Montréal de se lancer dans le projet pilote de recherche pan-canadienne avec la Ville de Kingston, mais également ici dans 2 arrondissements où, au courant de l'année 2020, on expérimentera le Centre d'écologie avec l'équipe de Kate et les arrondissements concernés, les autres partenaires, 2 projets jeux libres, de rue de jeux libres et de School Street, pardon, de jeux libres d'école dans 2 arrondissements. Donc, ça sera à suivre. On est très content aussi que la Ville puisse se lancer dans cette expérimentation-là. Et je pense que Corinne l'a bien dit, vous l'avez tous dit, on a des modèles à créer, à définir, à aller les situer dans des milieux urbains, dans des milieux, des fois de banlieue, dans des pôles régionaux, peu importe l'infrastructure urbaine dans laquelle vous êtes. Je pense qu'on a tous un désir de faire en sorte de se réapproprier l'espace public et au final aussi faire des communautés dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles des tout-petits aux plus âgés, on peut s'y accomplir. Alors, je vous remercie énormément nos 3 panélistes. C'était fort intéressant, fort inspirant. Le 4e appel à l'action, je vous le lance à tous de passer à l'action dans votre milieu. On va vous aider aussi parce que la conférence a été captée, donc ce sera possible de la diffuser aussi dans vos milieux. Vous surveillerez sur nos différentes plateformes, ce sera disponible. M. Verrette en parlait, il y a des outils, Réalisons Montréal dans le cas de l'île au volcan. Donc, restez à l'affût pour passer à l'action. Et je tiens bien sûr à remercier l'équipe du Centre d'écologie, la Coalition Poids Montréal physiquement active d'avoir organisé cette conférence aujourd'hui. Et si vous le souhaitez, je vous invite à poursuivre avec nous à l'Assemblée générale du SUM. Vous trouverez les indications pour monter au 4e étage, si je ne m'abuse. Alors, merci beaucoup, bonne soirée et bon jeu à tous.